Rencontre autour de ce thème Décodons l'école, ou comment mieux comprendre l'éducation nationale, partager ses mots, ses enjeux pour forger une culture commune et dépasser un petit peu les cloisons qui parfois peuvent nous séparer. Alors, on a pensé, pour cette première rencontre, emprunter la grande porte de l'histoire, celle qui nous offre immédiatement le recul nécessaire à toute entreprise de décodage, donc d'analyse, d'exercice d'esprit critique. Et donc, au cours de cette première demi-heure, et de toute cette heure même, on va tâcher d'éclairer l'historicité de plusieurs enjeux actuels de l'école, et notamment de l'organisation de l'éducation nationale. Pour ce faire, nous avons demandé à Bruno Pousset de nous rejoindre, et je vais commencer par vous remercier. Monsieur Pousset, bonsoir, et merci d'avoir répondu dans un délai aussi court, puisqu'on a monté cette table ronde, cette rencontre finalement en 3 semaines à peine. Donc merci beaucoup, Monsieur Pousset. Merci de m'accueillir. Deux mots pour vous présenter. Vous êtes professeur en sciences de l'éducation, spécialisé en histoire de l'éducation à l'Université de Picardie Jules Verne. Vous êtes spécialisé dans l'histoire de l'éducation au XXe siècle, plus particulièrement, d'une part, dans l'histoire de l'enseignement de la philosophie. Ça, c'était votre thèse en 1996. Et même auparavant, vous aviez enseigné, je crois, en tant que prof de philo pendant 20 ans. Vous êtes également l'un des plus fins connaisseurs de l'histoire de l'enseignement privé en France. Cette histoire, vous l'enseignez, vous l'avez enseignée depuis de nombreuses années aux membres de la communauté éducative de l'éducation nationale, aussi bien en formation initiale dans les IUFM ou auprès des masters MEF, comme on dit maintenant, hein, les métiers de l'enseignement et de l'éducation et de la formation. Vous êtes également intervenu en formation continue, notamment auprès des directeurs d'école, je crois, dans la décennie précédente. Alors, en guise d'introduction, ma première question, ça serait, est-ce que vous êtes d'accord avec nous, avec ce constat, M. Pousset, que l'éducation nationale, elle a besoin d'être décodée? Elle n'est pas toujours très lisible vue de l'extérieur. Oui. Alors, premier point, je n'ai enseigné à l'UFM que très peu de temps, 4 ans. Je suis essentiellement enseignant à l'université en UFR. Alors, oui, il faut décoder cette école, alors qu'à première vue, il y a une seule réponse qui est au fond banale. L'école, c'est quelque chose, une institution qui est essentielle pour beaucoup. Presque tout le monde se sent concerné par l'école. Et justement, parce qu'on se sent concerné par l'école, il est peut-être nécessaire d'y regarder un peu plus près. Car tout le monde a un mot à dire sur l'école. Tout le monde a un avis sur la réforme de l'école et plus largement sur son fonctionnement. Elle est d'autant plus importante et scrutée de près que chacun veut la réussite de ses enfants, que l'échec scolaire, qui est réel, mais maintenant plus réduit que par le passé, interroge nécessairement dans un pays où on est les champions du diplôme. Le diplôme est le symbole d'une réussite qui peut déterminer à vie le destin d'un adolescent. Bref, l'école, c'est d'abord une affaire politique, mais une affaire familiale. Or, qu'est-ce que l'école en France? C'est en premier lieu un mot parfaitement ambigu, qui désigne à la fois le premier degré, le second degré et l'enseignement supérieur. Donc, tout ça, c'est l'école maintenant. Et vous vous êtes aperçu que parfois, au lieu d'étudiants, on parle d'écoliers. Ils vont à l'école. Derrière ce singulier, il y a une institution qui recouvre en fait une grande complexité organisationnelle. C'est parfois difficile de s'y repérer. Il y a 2 ministères depuis 1974, avec Jean-Pierre Soisseau comme ministre de l'Enseignement supérieur. Un nombre vraiment impressionnant de personnel. Le plus gros employeur de France, environ 1,2 million personnes, et il y a 900 000 enseignants dans cet ensemble. Un nombre d'usagers qui dépasse l'entendement, parce que vous avez beaucoup d'institutions qui rencontrent 16 millions d'usagers, si on inclut les étudiants et les apprentis. Donc c'est vraiment énorme, une complexité administrative sans pareil. Alors, est-ce que vous êtes déjà amusé à lire la liste des sigles utilisés pour l'éducation nationale? Eh bien, vous vous apercevrez que pour beaucoup, vous ne les connaissez pas. Et d'ailleurs, une partie de ceux qui sont censés les utiliser ne les connaissent pas eux-mêmes, ils ne savent même plus ce que ça veut dire.
Et en plus, alors, autre élément important, l'éducation nationale, c'est un lieu de négociation permanente. On discute toujours de quelque chose et on n'est jamais d'accord sur quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose d'important, et ça depuis les années 1920. Est-ce que finalement, ce n'est pas la définition de la démocratie, ça? C'est-à-dire que l'école, la place de l'école dans notre société, c'est la grande chambre de résonance de la démocratie. On peut discuter, débattre de tout, en effet, et d'où l'importance, effectivement, d'un dialogue pacifié au sein de l'institution. Oui, alors c'est là où se pose le problème, c'est le fait qu'il faut construire un dialogue, et un dialogue, ça veut dire aboutir à des compromis. Et le compromis, ce n'est pas toujours facile à accepter de part et d'autre. Mais on peut dire aussi que cette éducation nationale, c'est un véritable mammouth, pour reprendre l'expression qu'avait utilisée Bernard Tout-le-Monde. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment éviter l'extinction de l'espèce, tout simplement. Car l'école aujourd'hui est un héritage d'un passé qui a laissé des traces très nombreuses. L'école de Jean-Michel Blanquer ou de Madame Vidal et celle n'ont rien à voir avec l'école de Ferry, contrairement à l'impression qu'on pourrait avoir, ni même avec celle de Jean Zay, dont vous voyez le livre derrière le siège de Mathieu de Vigne. Aujourd'hui, c'est l'école pour tous, et non plus simplement l'école pour quelques-uns. Cela peut bousculer un petit peu certaines certitudes. Bref, alors, ce que je voudrais faire avec vous, c'est un bref retour sur le passé pour comprendre notre situation présente. Car l'histoire, à mon sens, n'a d'intérêt que si elle permet de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Chacun jugera ensuite et essaiera de construire cet avenir dans lequel nous devons nous engager. Donc, c'est ce que je vous propose maintenant d'essayer de repérer, c'est-à-dire une histoire politique de l'école, avec quelques éléments rapides sur ce qu'a été cette histoire de l'école à la fin du XIXe siècle et surtout sur le XXe siècle. Alors, le premier point qu'il faut bien retenir, c'est ceci, à mon sens. Quoi qu'en disent les nostalgiques de Jules Ferry, l'école française est une école par définition inégalitaire, volontairement inégalitaire, qui est clairement organisée pour faire réussir les meilleurs, et ne se préoccupait guère, jusqu'à une date récente, avant les années 60, de l'échec des élèves. Alors, cette préoccupation, on la comprend aussi parce qu'on pouvait trouver facilement du travail sans avoir besoin d'un haut niveau de formation. N'oublions pas en effet un point essentiel. Les lycées, je reviens quelques secondes sur cet aspect des choses, les lycées qui ont été créés en 1802 par le ministère Napoléon, enfin Bonaparte à l'époque, avaient un seul objectif, recruter les cadres et les soutiens de l'Empire. Et si les grandes écoles sont pour certaines un héritage de l'Ancien Régime, elles ont été confortées d'une part par la Révolution, par l'Empire, puis par la République. Tout le monde finalement les a soutenues. Que le meilleur gagne. Or, les grandes écoles, c'est là où on essayait de fabriquer l'élite sociale. C'est ce qu'on appelle, dans un langage utilisé encore aujourd'hui, la méritocratie. La méritocratie est en marche. Mais c'est bien en s'appuyant sur cette idée de méritocratie que dès la fin du XIXe siècle et surtout dans l'entre-deux-guerres, on a l'idée de plus en plus portée d'unifier l'école, de promouvoir une école unique qui va commencer à avoir le jour dans l'organigramme de l'éducation nationale sous le ministre Jean Zay, non? Oui, ça commence avant. Alors, il faut bien se mettre dans la tête que à l'époque, on est dans un cadre où finalement les universités sont considérées comme quantité négligeable par rapport aux grandes écoles. Il n'y a pas de recherche, elles sont tout juste bonnes à délivrer des diplômes, dont essentiellement le baccalauréat, pour les facultés scientifiques et humaines. Les autres, médecine et puis droit, et à un moment théologie, étaient des facultés professionnelles. Donc au
XXe siècle, l'école française, et ça va permettre de répondre à la question que Mathieu vient de souligner, l'école française est organisée en ordre séparé. Le primaire d'un côté, gratuit depuis Jules Ferry, avec son diplôme, le certificat d'études primaires, qu'à peine un élève sur deux, il faut quand même se le rappeler, obtenait, avec un taux d'illettrisme important. Et puis quelques-uns qui pouvaient poursuivre des études complémentaires jusqu'au brevet supérieur, qui était une sorte de baccalauréat de l'enseignement primaire, mais qui ne permettait pas d'aller à l'université. De l'autre, vous avez le secondaire, ce qu'on appelle habituellement l'empire du milieu, qui est réservé à l'élite et qui est payant jusqu'en 1933, qui possède ses propres grands programmes, son organisation. Depuis les petites classes, les classes élémentaires de lycée, comme on dit, ils sont appelés la 11e, jusqu'au Graal, qui est l'enseignement de la philosophie ou des mathématiques élémentaires. Bref, une pyramide qu'il faut escalader avec un fil rouge jusqu'à une date très tardive, la maîtrise du latin. Sans latin, vous ne pouvez pas escalader cette pyramide. Et cela marche, peut mettre en cause à l'époque un système qui est profondément inégalitaire. On se rappellera que l'enseignement technique, qui est réduit à la portion congrue à l'époque, fait partie d'un autre ministère, qui est celui du commerce et de l'industrie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas assez humaniste pour être digne du secondaire. Et les universités sont dans cette même démarche, puisque les facultés professionnelles ne sont pas l'université, à la différence de d'autres pays d'Europe. Donc on a ce double système quasi inédit en Europe et dans le monde. Bref, en France, on sait s'occuper des élites et un peu moins bien des autres. Enfin, alors, vous dites que ça dure jusqu'aux années 60, pardon Bruno Pousset. Oui, et parce qu'effectivement, cette unification de l'école, elle va avoir un allié précieux surgir au lendemain de la Seconde Guerre, c'est la démographie. Il va falloir faire rentrer tous ces jeunes enfants dans les classes et on va en profiter pour retoucher un peu la structure de l'organisation de l'institution. Oui, on la retouchera très tardivement. Alors, en fait, donc dans les années 60, parce qu'il n'y a plus moyen de faire autrement. Et il y a un autre élément qu'il ne faut pas oublier pendant toute cette période, c'est que l'école n'est pas unifiée. On a des classes pour les garçons, des classes pour les filles, avec un diplôme spécial jusqu'en 1925, enfin qui va durer un peu plus longtemps, mais elles ne peuvent officiellement vraiment passer le baccalauréat qu'à partir de cette date. Il fallait éviter qu'elles aillent à l'université, elles ne devaient pas travailler. Et puis, il y a aussi, en plus, les écoles privées, de garçons et de filles, confessionnelles ou laïques. Donc, on a un système extrêmement complexe, pas du tout unifié. Et en plus, il ne faut pas oublier, et on le rappelle aujourd'hui encore, c'est un enseignement qui ne se passe pas nécessairement dans une structure scolaire, puisque l'enseignement à la maison est reconnu par la loi Ferry de 1886. Donc, c'est cette situation qui va être mise en cause dès les années 20 avec la volonté d'un groupe qui s'appelle les Compagnons, qui vont essayer d'unifier cette école pour organiser une école primaire identique pour tout le monde. Et ils y parviennent. Alors, quelles sont les grandes dates comme ça, les points de passage obligés de la chronologie? Alors, ils n'y parviennent pas facilement. Je vous rappelle que normalement, les classes élémentaires de lycée ont disparu en 1924. Mais disparu, ça veut dire qu'en fait, elles ont été maintenues dans les lycées avec... alors, théoriquement, le programme a été unifié et les professeurs qui étaient pas des instituteurs, mais des titulaires du bac, ont théoriquement disparu. Ça a été recréé après, et ces classes, en définitive, n'ont disparu réellement qu'en 1964. Je suis un produit de ce genre de scolarité, puisque j'ai pu aller encore dans des petites classes de lycée. Donc, vous voyez, c'est pas si ancien que ça. Alors, il y a un deuxième élément à l'époque qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est le début d'un ministère qu'on appelle synodal. C'est-à-dire, on discute. C'est parce qu'à partir de 1924, on va reconnaître l'existence des organisations syndicales qui vont avoir leur mot à dire dans la gestion des carrières, l'organisation pédagogique, etc. Au niveau, par exemple, du Conseil supérieur de l'instruction publique. Donc tout ça va se discuter et c'est ces propositions-là que Jean Zay va tenter de reprendre à son compte, mais très difficilement,
Il réussit à imposer un point, la prolongation de la scolarité jusqu'à 14 ans. Ça, il réussit en 1936. Les élèves doivent aller jusqu'à 14 ans à l'école. Et puis, pour le reste, il va tenter de contourner la loi pour essayer d'unifier un peu le système. Mais en réalité, il n'y parvient pas réellement. Alors, d'une certaine manière, évidemment, Mathieu va y réagir, le moment qui va poursuivre dans cette unification avec ses objectifs propres, qui fait craquer les ordres d'enseignement, c'est une période à laquelle on ne pense pas, c'est Vichy. Car Vichy supprime l'enseignement primaire supérieur et donc désormais, il supprime donc le diplôme particulier qui était pour les supérieurs et donc désormais, il n'y a plus qu'un seul diplôme, c'est le baccalauréat. Et donc, paradoxalement, alors qu'il voulait renforcer l'élitisme, il va permettre à un certain nombre d'élèves, aux modernes, comme on dit, ceux qui n'ont pas fait de latin, d'accéder au baccalauréat et accédant au baccalauréat, d'entrer à l'université. Je vous rappelle que c'est simplement depuis 1920 qu'il n'y a plus obligation d'avoir une version latine quand vous êtes dans une faculté littéraire. Donc les choses vont se poursuivre et on arrive dans les années 60 où là, on est dans un processus suite, alors il y a le plan Langevin-Vallon qui est une référence, même s'il a beaucoup... Alors ça, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus, peut-être dans la conversation tout à l'heure. Donc si on prolonge, on voit que cette histoire de l'unification, elle ne va pas de soi, elle se fait à coup de controverse. Finalement, c'est l'histoire des réformes dans l'éducation nationale, ça. On n'est jamais d'accord, mais on finit par les faire, bon an, mal an. Il faut toujours qu'on ait une contrainte extérieure, qu'elle soit budgétaire, qu'elle soit démographique. Les choses avancent. Oui, les choses Mais c'est un ministère, vous l'avez dit, de discussion, de controverses. En plus, dans la société, tout le monde a son mot à dire. Vous nous décrivez une institution qui était finalement non moins complexe il y a 100 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je me disais, notre impression, c'est d'être devant un mur d'acronymes et d'avoir effectivement un personnel, des catégories de professionnels pléthoriques. Et pourtant, on a eu une étape d'unification qui n'a pas été une étape de simplification. Moi, j'ai quand même envie de vous demander, dans ce temps court qui nous est imparti, qui dirige l'école aujourd'hui, là, en 2021 ? Quels sont les acteurs majeurs de l'administration, de l'éducation nationale, pour les personnes qui nous écoutent, qui peut-être n'ont jamais eu affaire à elle ou qui aimeraient travailler avec l'éducation nationale? Il faut s'adresser à qui? Il faut s'adresser au ministre, au recteur, à un inspecteur d'académie? Alors, si on est un peu rude, on pourrait dire qu'il y a ceux qui croient la diriger et ceux qui la dirigent effectivement. Alors, ceux qui croient la diriger, c'est évidemment les hautes autorités qui nous, j'allais dire, nous assaillent. C'est moins de circulaires, de décrets, enfin, la lecture, comme disait un recteur, si j'avais le temps de lire le BO, ça se saurait. Chaque semaine, vous avez le droit à la lecture des instructions envoyées par le ministère. Donc effectivement, le ministère produit un nombre impressionnant de textes. Maintenant, ces textes sont-ils mis en œuvre? Eh bien là, vous savez bien, tout enseignant le sait, que par exemple, quand vous avez une réforme des programmes, une partie de cette réforme de programme n'est pas mise en œuvre. Tout simplement parce que les enseignants, et parfois à juste titre, estiment que telle approche ne convient pas et qu'elle n'est pas adaptée aux élèves, etc. Et ils essaient de tenir compte de la réalité avec laquelle ils vont travailler. Et donc, évidemment, Quand bien même, pardon, je me permets juste, quand bien même, sans être dans une forme d'opposition, il y a aussi le temps de la réforme et le temps de son application, la formation, la réflexion sur le terrain, éventuellement de cette oui, mais réforme. derrière ça, il y a un problème majeur, c'est le suivant. Est-ce que la réforme a été intégrée par ceux qui sont chargés de la mise en œuvre? Or, on sait très bien que ce n'est pas toujours le cas. Alors, mais qui est chargé de la mise en les œuvre, acteurs que sont justement? Alors, vous avez la haute administration, c'est elle qui rédige plutôt les textes, mais vous avez surtout les cadres intermédiaires, qui sont par exemple les IPR, les IEN, hein, et puis
Alors, essentiellement, qu'est-ce que évidemment, c'est? les responsables les responsables d'établissement, directeurs, etc., et puis les acteurs que sont les enseignants. Et c'est ceux-là qui font la mise en œuvre concrète. Alors, il y a une réforme, par exemple, importante qui a été mise en œuvre, mais sans réellement une grande décision nationale, parce qu'elle correspondait à des attentes de la société, c'est l'instauration de la mixité. La mixité, il n'y a jamais eu de grand texte qui décide un jour que la mixité serait mise en œuvre. Ce n'est que dans les années 70 qu'on déclare que finalement, on n'ouvrira plus d'établissements non mixtes. Mais ça s'est fait peu à peu, par exemple, dans les années 50, tel lycée créé ou refait à cause des destructions liées à la guerre, et bien tel lycée, et on décide qu'il est mixte. Mais on le met en place, c'est tout. Et progressivement, les choses vont se mettre en place. En primaire, par exemple, ça va être tout simplement lié à la suppression des classes uniques. Quand vous n'avez plus donc les classes uniques, vous allez avoir un mélange qui va se faire progressivement. Le regroupement va provoquer peu à peu, alors ça, peu à peu, l'instauration d'une vraie mixité. Et ça, c'est quelque chose aussi qui correspond aux attentes de la société. Euh, et donc, les, comment dirais-je, il y a d'autres acteurs qui interviennent là aussi. Il y a les parents d'élèves, Oui, il y a les élèves tout alors, simplement. On tout à oublie les fait. élèves qui jouent leur rôle dans cette partition parce qu'ils réagissent, ils acceptent, ils refusent la manière dont on leur propose des choses. Et évidemment, l'administration doit tenir compte de tout cet ensemble. Alors, dans l'administration, il y a aussi, il me semble, vous n'avez pas cité le recteur. Alors, est-ce que c'est simplement, il était compris dans votre, Oui, oui, j'ai compris. vos affirmations sur ceux qui croient diriger l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on va appliquer juste Non, des directives du ministère? alors, il y a deux choses importantes aussi qui se sont produites. Jusqu'aux années 60, en gros, le recteur, c'est une sorte de diffuseur des instructions du ministère, comme les chefs d'établissement, etc. Alors, IPR et IEN, IPR, oui, je précise, c'est un inspecteur Voilà. pédagogique régional et un IEN, c'est un inspecteur de l'éducation nationale. En gros, le premier, Ouais, c'est parce que on a souvent en tête quand même, c'est l'inspecteur d'académie, c'est monsieur l'inspecteur d'académie, le DACA, comme on disait un peu autrefois. C'est lui qui pilote un peu son académie. Aujourd'hui, c'est plus vraiment comme ça. non, Les mais lignes ont beaucoup bougé et les mots sont encore une fois restés, mais ne renvoient plus aux mêmes usages. alors attention, parce que les choses sont plus compliquées que ça. Donc, le recteur, c'est quand même celui qui officiellement coordonne l'ensemble, même si en réalité, il y avait une délégation très importante qui était donnée à l'inspecteur d'académie qui gérait le primaire, à partir de 1945. Car je vous rappelle que le primaire était sous la responsabilité du préfet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'école, c'était le contrôle des esprits. C'est le Guizot 1833, etc. Donc ce contrôle était assuré par le préfet, par délégation l'inspecteur d'académie. Le recteur s'occupe de quoi? Il s'occupait essentiellement de l'enseignement supérieur, puisqu'il était l'équivalent du président des universités à l'époque. Et puis, il s'occupait évidemment du second degré, avec la gestion nationale qu'on avait concernant ces différents niveaux de formation. Dans les années 64, le système explose. Je vous raconte une petite anecdote. Quand vous construisiez un collège, ben, le collège, il fallait que ce soit décidé par un bureau du ministère, évidemment, puisque tout était centralisé. Alors, on aboutissait à une situation extrêmement amusante. C'est que on avait les crédits qui étaient votés, parce que, annuellement, hein, puisque vous savez que le budget est annuel, donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, si ce n'est pas dépensé, l'argent retourne dans les caisses de l'État. Et donc le système était tellement figé que vous décidiez la construction d'un établissement scolaire, mais ce n'était pas possible. Le temps que le ministère décide des architectes, enfin, etc., etc., eh bien les crédits
l'année budgétaire était passée, et donc il fallait recommencer la procédure. Donc à partir de là, on a donné une délégation au recteur pour, pour la construction scolaire, et donc il y a eu des ingénieurs techniques qui ont été nommés dans les rectorats. Et rappelons qu'aujourd'hui, après de nouvelles étapes de décentralisation, on a confié aux collectivités, à différentes échelles maintenant, oui, mais j'y suis pas encore. Attendez, cette étape des constructions. Vous... Tout à fait. Non, je me permets, M. Pousset, il est 18h33, c'est pour ça. Je prends des petits raccourcis, des petits chemins de traverse, parce que c'est cette figure de l'inspecteur d'académie. Je voulais juste qu'on revienne sur un dernier acronyme que nos auditeurs, notre public a peut-être croisé, c'est le DAZEN. C'est lui l'inspecteur d'académie aujourd'hui. Oui, c'est le nouveau nom, mais justement, l'héritier. C'est l'héritier, mais le DAZEN, c'est le directeur de l'enseignement, je ne sais plus. Des services de l'éducation nationale. Voilà, des services de l'éducation nationale. Directeur académique des services de l'éducation. Voilà, directeur académique, merci. Il est sous la responsabilité du recteur maintenant. Le DAZEN, c'est l'adjoint du recteur, essentiellement pour le primaire et le collège. Une évolution assez récente, hein, c'est un décret de 2012, ça. Oui, c'est tout à fait récent. Autrement dit, il y a un renforcement des pouvoirs du recteur qui s'est produit depuis les années 64 jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le processus de déconcentration, c'est-à-dire que l'État central donne des responsabilités plus importantes à ses responsables locaux, en commençant par le recteur. Mais la différence est importante entre le recteur et le DAZEN. Le recteur, c'est quelqu'un qui est sur un siège éjectable permanent, puisqu'il est nommé en Conseil des ministres. Donc tous les mercredis, il peut être amené à faire ses valises. Le DAZEN, lui, c'est un fonctionnaire. Donc il va passer d'une académie à l'autre, etc. Il ne peut pas partir comme cela, il n'est pas nommé en Conseil des ministres. Donc ça, c'est une différence importante. C'est un fonctionnaire, tandis que l'autre, c'est un poste politique. Le recteur est chargé de mettre en œuvre et de coordonner, disons, la politique du ministère en matière éducative. Alors, il faut préciser une chose, c'est un cas très particulier par rapport aux services régionaux, que sont la Directe, la DRAC, etc. C'est, avec la justice et l'armée, un des fonctionnaires qui n'est pas soumis à l'autorité du préfet. Ça, c'est le vieil héritage du 19e siècle qui perdure aujourd'hui encore. Alors, il y a l'autre processus que Mathieu vous a signalé et qui est très important, c'est le processus de décentralisation. Alors ça, c'est tout à fait autre chose. À savoir qu'on donne, l'État unitaire donne des responsabilités à ces collectivités territoriales. Alors, il le faisait traditionnellement aux communes, puisque les communes, depuis toujours, ont eu la responsabilité des écoles. Et ce n'était pas du tout le cas des lycées qui dépendaient de Paris, de la direction de l'enseignement secondaire, et ni des universités. Il y a désormais, vous avez un partage des responsabilités qui se fait au niveau des constructions, par exemple, ça a été le point de départ, d'une partie du personnel non administratif, pas administratif, comment dirais-je, de ménage, etc. Tout ce personnel-là. Et puis, vous avez ainsi une volonté d'essayer de construire ensemble la carte scolaire, parce que c'est beau d'ouvrir un lycée s'il n'y a pas d'élèves. Ou si l'éducation nationale ne met pas de professeurs dans ce lycée, comme elle peut le faire, eh bien, on se retrouverait dans une situation extrêmement complexe. Donc, il y a un pouvoir partagé, mais on n'est pas dans la structure que vous rencontrez dans un Länder allemand ou bien dans un canton suisse, où là, l'éducation nationale est entièrement décentralisée, où vous avez juste de grandes directives au niveau national et au niveau local, c'est une gestion tout à fait autonome, si bien par exemple en Suisse, vous savez je crois qu'il y a 25 cantons, il y a quasiment autant de dates de rentrée des classes différentes que de cantons. Vous imaginez ça en France, ça perturberait nos habitudes intellectuelles.
Alors, c'est vrai que ça, on le comprend et on va passer au temps d'interaction parce qu'on est aussi là pour échanger avec les personnes qui posent quelques questions sur le chat. On comprend de ce que vous venez de nous brosser à grands traits, ça ne peut être qu'une esquisse évidemment pour donner envie à chacun d'aller voir plus loin, que l'école elle est aussi complexe, non seulement par le nombre de ses personnels et de son public, mais aussi parce qu'elle est toujours à la croisée de plusieurs logiques, notamment la logique politique et puis la logique de son administration, du fonctionnement sur le terrain. Et c'est un dialogue permanent qui rend aussi son horizon relativement incertain. Moi, j'aurais peut-être une première question et ensuite, Angélique, Et, et je te juste, laisserai préparer. Mathieu, une Oui, précision. dites. Il faut pas oublier une chose, que l'éducation nationale est liée à son histoire. Et que cette histoire continue aujourd'hui encore à avoir des effets. Et que la centralisation complète de l'éducation nationale n'a existé que dans un délai extrêmement court, c'est-à-dire la période gaullienne, entre 1960 et 1970. C'est là où, par exemple, les collèges d'enseignement généraux, on l'a remplacé par des CES, bon, donc les collèges sont devenus des structures d'État, alors que les collèges jusqu'à présent étaient des structures communales. Mais les communes ont été bien contentes de s'en débarrasser parce que c'est plus elles qui les prenaient en charge. Donc, pour toute cette période-là, c'est le petit moment d'extrême centralisation. Parce que jusqu'à présent, on avait un enseignement primaire qui dépendait exclusivement des communes. L'État, les instituteurs ne sont fonctionnaires que depuis 1889, il ne faut pas l'oublier. Mhm. Ils étaient Alors, payés comme les Athènes. justement, vous dites bien que l'éducation nationale est toujours tributaire, héritière de son histoire. On a des tendances de fond. C'est vrai on a tendance à avoir peut-être une lecture très politique, voire anecdotique, de l'évolution de l'éducation nationale à travers ses ministres, à travers les réformes. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les tendances de fond qui se maintiennent malgré les alternances politiques en ce début de 21e siècle? Alors, on a eu plusieurs lois cadres assez importantes. La loi sur l'avenir de l'école en 2005, la loi sur la refondation de l'école en 2013. On a eu des réformes du collège en 2016, du lycée en 2019. Mais quelles sont les tendances de fond qui, malgré les alternances politiques, se maintiennent? Et ensuite, Angélique passera aux autres questions. Oui, alors le point essentiel, c'est qu'on mélange parfois la temporalité du politique, qui dit qu'il ne fera pas de grande loi, par exemple, et qui en fait, et la temporalité de l'éducation nationale. Quand vous êtes ministre de l'Éducation nationale, vous restez en moyenne 2 à 3 ans, sauf exception. Donc, vous lancez une réforme, ce n'est pas vous qui la mettez en place, hein, de toute façon. Et donc, votre successeur, évidemment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir de cesse que de montrer que ce que vous avez fait, vous, ne convient pas tout à fait, y compris quand vous appartenez à la même boutique politique. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé avec comment dirais-je, les rythmes scolaires. Les rythmes scolaires ont été décidés par Vincent Peillon, mais son successeur, qui était du même bord politique que lui, n'a eu de cesse que de défaire ce qui a été proposé. Et évidemment, ça s'est poursuivi après. Donc, vous avez des grandes lignes de force. Les grandes lignes de force, c'est quoi? C'est aujourd'hui, et je prends l'exemple qui est vraiment important, qui est ce qu'on appelle le socle commun. Voilà une ligne de force qui a été pensée, déjà réfléchie dès le plan Langevin-Wallon. On en voit des traces. On en voit des traces dans les conclusions du colloque d'Amiens en 1968 qui a, comment dirais-je, réuni tout le gratin, si je puis dire, de la réforme pédagogique, aussi bien ministérielle que les acteurs locaux, les enseignants, les administratifs, etc. Et puis, vous avez quelqu'un d'autre qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing, qui avait eu cette même idée, contre son ministre. Abi n'en voulait pas. Abi, qui était un des grands réformateurs, il ne faut pas l'oublier, c'est le créateur du CES.
Et on aboutit Oui. finalement, après Du collège unique, je me permets d'expliciter, oui, la réforme du collège unique en 1975, qui crée effectivement les collèges d'enseignement du second degré. non, c'est le collège, le 77, c'est le collège, c'est pas le collège d'enseignement du second degré. Alors, le collège unique, voilà, Oui, réforme Abi. voilà. Mais c'est la réforme Abi-Giscard. Et d'ailleurs, Abi, dans ses mémoires, dit clairement qu'on m'attribue la paternité du collège unique, mais elle est largement partagée. Il le reconnaît lui-même. Et, et donc, le problème qu'on s'est posé, et qui aboutit finalement au socle commun de 2005, je vous rappelle, c'est quelqu'un de droite qui a relancé l'affaire, c'est Chirac, avec la commission Tello. Fillon qui a mis en place en 2005-2006 et de Robien, si je me souviens bien, qui ont mis en place le fameux décret, je crois que c'était 2006, ce décret sur, puis après modifié un petit peu par d'autres ministres. Mais là, on a quelque chose d'important qui a dépassé aussi les clivages politiques finalement, et qui est une feuille de route, je crois qu'elle pourra continuer à éclairer l'avenir, à condition qu'on s'en serve jusqu'au bout, parce que le socle commun, c'est quoi? C'est ne pas admettre qu'un élève puisse entrer en seconde s'il n'a pas acquis les connaissances qu'on attend d'un élève qui a achevé sa scolarité obligatoire. Or, vous savez que ça ne se Effectivement, passe pas exactement comme ça toujours. en effet, il y a toujours ce dialogue permanent avec la demande sociale. Je vais maintenant, je vous remercie pour cette réponse. Je vais maintenant demander à Angélique de nous faire part peut-être de questions venues Ah, de nos... Freinet, Montessori, oh là là, oui. Vous voulez que Alors, je réponde à Alors, ça? avant peut-être les pédagogies alternatives, il y avait une première question, Monsieur Pousset, je me permets Oui, de la allez-y. relayer, autour de la question de l'école publique et l'école privée. Oui. Peut-être qu'il serait intéressant d'expliquer de quoi on parle quand on parle d'école privée. Il y a, à ma connaissance, mais je ne suis pas experte, des écoles privées sous contrat et des écoles privées hors contrat. Et finalement, quels sont les liens entre l'éducation nationale et ces écoles, dans un premier temps, privées hors contrat? Alors, les écoles privées hors contrat, comme le nom. Pardon, privées Alors, les sous écoles contrat. privées sous contrat, ça renvoie à la loi de 1959, qu'on appelle la loi Debré, et qui a tenté, et je crois avec un certain succès, de résoudre la question scolaire. Parce qu'avant, les écoles n'avaient aucun lien avec l'État. Donc, à partir de 1959, on construit comment dirais-je, on construit une relation. C'est-à-dire qu'en fait, en principe, les écoles privées sous contrat, c'est un service public concédé à des structures privées. Et donc, elles sont soumises au même règlement que l'enseignement public, même programme scolaire. Les enseignants sont nommés dès le début, même s'il y a eu après des réorganisations, mais aujourd'hui c'est désormais le cas, les enseignants sont nommés par le recteur, avec une certaine marge de manœuvre, notamment pour la part des directeurs, et puis ce qu'on appelle le caractère propre, c'est-à-dire qu'en principe, en dehors de l'aspect pédagogico-scolaire, si je puis dire, il y a une liberté relativement grande pour organiser la vie scolaire, éventuellement des exercices religieux, etc., qui étaient beaucoup plus importants dans les années 60 qu'aujourd'hui, mais qui existent encore aujourd'hui. Mais la structure de fond, comme disait le texte de présentation de la loi, c'est de l'enseignement public dans une structure privée. Autrement dit, qui paye les enseignants qui sont dans les écoles Les enseignants sous contrat sont payés par l'État, très clairement. Ils ont la même. Alors, il n'y a qu'une différence, c'est ce qui permet à l'État, ce qui permet à l'État de faire des économies, ils ne sont pas fonctionnaires. Alors ça, c'est lié au passif, à l'histoire, etc. Donc, n'étant pas fonctionnaires, dès qu'ils cessent leur activité professionnelle, ils ne sont plus rémunérés par l'État, et c'est, comment dirais-je, la caisse de retraite générale qui assure leur rémunération. Donc là, l'État fait une économie de ce point de vue-là. Et donc, vous avez là une différence importante. Mais pour le reste,
ils ont les mêmes exigences, ils doivent passer les mêmes concours, ils sont formés. Alors, pour ce qui est de la formation, puisqu'il y a une question, je continue là-dessus, il y a une question. Normalement, au point de départ, il y a deux, c'est un problème politique aussi, ça. Il y a eu deux types de formation. Les enseignants du second degré étaient formés à l'IUFM, comme les enseignants du public. Simplement, ils avaient un petit temps de formation assuré par des instituts de formation pédagogique propres au privé, mais c'était vraiment très peu d'heures avec plus évidemment les stages. En revanche, les enseignants du premier degré ont toujours été formés dans des institutions propres à l'enseignement privé, et donc, ils appelaient ça des écoles normales, privées, qui a du personnel propre, etc. Les choses ont changé à partir du moment où il a fallu que les enseignants du premier ou du second degré aient un master. Donc ça, c'est relativement récent. Et avec le master, on a autorisé les universités catholiques de former les enseignants en suivant un master MEF, mais à l'intérieur, par exemple, à Lyon, vous avez, à la Catho de Lyon, ils forment des enseignants du premier ou du second degré. Autrement dit, moins d'enseignants du privé sont désormais formés dans des structures publiques, comme c'était le cas entre 91 et 2008, quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est une différence importante qui s'est produite et qui peut-être renforce des particularités qui, pendant un certain temps, étaient mises un peu en sourdine avec une formation commune. Moi, je sais que je suis tombé dans cette période-là quand j'étais professeur à l'UFM, j'ai formé de futurs enseignants qui allaient passer le concours du privé. Les concours sont les mêmes en contenu, ils sont différents parce qu'ils ne sont pas lieu le même jour, etc. Et puis, pour être professeur dans le privé, il y a une condition qui n'existe pas dans le public, c'est une sorte d'entretien préalable où on vérifie que vous êtes d'accord avec l'institution. Donc ça, c'est important. Et on peut, même si vous êtes concours, alors il ne s'y aventure pas trop parce qu'il y a des problèmes de recrutement, vous l'avez dans le privé comme dans le public, vous pourriez imaginer qu'un enseignant qui n'a pas eu l'accord préalable ne puisse pas trouver de place dans un établissement privé, même s'il a un concours de recrutement. Alors, autre élément important, ces concours sont parallèles. Ça ne s'appelle pas CAPES, mais c'est la même chose que le CAPES. Ça se passe le même jour que le CAPES, enfin, etc. Vous choisissez, mais vous ne pouvez pas enseigner dans le public. Alors que lorsque vous êtes agrégé de l'enseignement agrégé, il n'y a qu'une seule agrégation externe qui est publique, mais vous pouvez être détaché dans l'enseignement privé. Et quelques gros établissements privés parisiens, je pense qu'à Lyon, on doit en trouver aussi, Saint-Marc ou d'autres doivent en avoir, vous avez des professeurs agrégés du public qui sont dans des établissements privés, qui sont fonctionnaires détachés, ou affectés exactement, c'est le terme qu'il faudrait employer. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu. Pardon. De manière complète, oui. Je crois qu'on a d'autres questions du coup vers les pédagogies nouvelles, c'est ça? Oui. Que vous appréciez beaucoup, que vous chérissez. Angélique, quelles étaient les questions? Alors, oui, moi je vois une question relative au fonctionnement des écoles qui seraient basées sur de nouvelles pédagogies, dont par exemple Montessori, dont je ne crois pas qu'elles soient particulièrement nouvelles forcément. Enfin, peut-être qu'il fallait entendre pédagogie active. Je ne veux pas dénaturer la question, mais voilà, sur de nouvelles formes d'apprendre. Oui, alors c'est là où justement, parfois, quand on connaît un petit peu les choses d'un point de vue historique, on a envie de sourire. Quand on parle de pédagogie nouvelle avec Montessori, dont les théories datent du début du XXe siècle, je trouve que la nouveauté a commencé un petit peu à prendre de l'âge. Alors, en revanche, pourquoi les appelle-t-on
enfin nouvelles, c'est un grand mot, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été très utilisées. Deuxièmement, on est arrivé à une époque où on supporte de plus en plus mal d'être dans quelque chose qui vous oblige à aller dans un certain sens, etc. Enfin, qui est une sorte de, j'allais dire, carcan, enfin, une organisation administrative. Donc ça c'est plus compliqué à accepter. Et on est dans une stratification sociale de plus en plus séparée, enfin, qui fait que certains n'ont plus du tout envie d'aller travailler avec d'autres, alors soit pour des raisons sociales, alors, soit parce qu'ils estiment que la pédagogie utilisée n'est pas adaptée. Donc, on peut utiliser du Montessori, mais alors faites attention, parce que Montessori, ce n'est pas une marque déposée. Comme j'avais déjà dit, chacun peut dire « j'ouvre une école Montessori ». Vous allez suivre un peu d'une formation dans l'Institut Montessori, mais vous n'êtes même pas obligé de le faire. Et donc, vous pouvez, ça devient aujourd'hui, il faut quand même le dire, un produit d'appel. Ça permet de défendre votre école la plupart du temps hors contrat. Alors, ça permet de répondre à la petite question qui m'a été soumise sur leur contrat. Donc, leur contrat, aujourd'hui, est dans une configuration relativement différente de ce que l'on connaissait dans les années 70. Il faut d'abord savoir que leur contrat n'existe que parce qu'il y a la loi Debré. Avant, il n'y avait pas de contrat. Donc, de toute façon, tout le monde était hors contrat, d'une certaine manière. Donc, l'idée de hors contrat est inventée par la loi Debré. Et on peut vraiment voir un peu comment les choses se mettent en place dans les années 70. Dans les années 70, leur contrat, c'est du secondaire, essentiellement. Avec de grands groupes, notamment, que vous connaissez, les fameuses boîtes à bac, qui permettaient à certains enfants de tenter péniblement ou 3 ou 4 fois de décrocher le fameux baccalauréat. Aujourd'hui, les choses ont changé. La loi Debré, c'est 59. 31 décembre 59. On a arrêté les horloges pour que ça soit en 59 et pas en 60. Oui, monsieur Mathieu, il n'a pas révisé sa leçon. Alors, continuez. Moi, j'ai quand même une remarque par rapport à ces pédagogies, alors dites nouvelles, qui ne sont plus nouvelles. L'éducation nationale s'en est pas complètement désintéressée. À un moment, il a quand même été question et toujours, il continue de réfléchir à ces pédagogies. Par exemple, tout à fait. Il y a Freinet. Freinet, lui, très vite, a été pris en charge dans l'éducation nationale. Il y a des groupes Freinet qui fonctionnent à l'intérieur de l'éducation nationale. Montessori, c'est un petit peu différent. Freinet ayant une coloration, disons, de gauche, entre guillemets, et vous le retrouviez dans des mouvements pédagogiques qui rejoignaient certaines organisations syndicales et qui le rejoignent toujours aujourd'hui. Donc ça fonctionnait. Mais il faut regarder aussi de près. Freinet a repris en partie par exemple, l'imprimerie à l'école, des choses comme ça, la correspondance scolaire, on l'a trouvé déjà antérieurement. Mais il a réussi à synthétiser un certain nombre de choses. Montessori a une autre origine, ce qui explique aussi, dans une école laïque française, la difficulté pour elle de s'implanter à l'école publique. Montessori, c'est une orientation religieuse. En plus, elle traîne, si je puis dire, une difficulté qui a été un peu oubliée aujourd'hui, mais qui ne l'était pas dans les années 40, c'est qu'elle avait été, un certain temps, caution du régime mussolinien. Ça, il ne faut plus l'oublier. Évidemment, les turiféraires de Montessori, aujourd'hui, ils s'en gardent bien, mais il ne faut jamais oublier ces choses-là. Donc, pour mettre les choses... Puis, il y a tout un courant qui est bien antérieur à tout ça, qui s'appelle le courant de l'école nouvelle, inventé essentiellement en Suisse, fin 19e, en Suisse, qui essaie de proposer une rénovation de l'école en faisant ce qu'on appelle les classes nouvelles, par exemple. À la fin des années 30, vous avez eu cette
tentative d'organiser autrement, avec un rapport entre le maître et l'élève différent, avec l'utilisation d'une salle de documentation, enfin qu'on n'appelait pas encore comme ça, une bibliothèque à l'époque, etc. C'est-à-dire mettre en cause le modèle traditionnel qui est utilisé à l'école depuis le 19e siècle, et qui remontait bien antérieurement, c'est-à-dire le cours magistral, qui se faisait aussi à l'école, d'une manière ou d'autre. Eh bien, il y avait quelque chose qui se construisait. Et vous en avez une trace dans la loi Jospin de 89. C'est l'élève au centre du système éducatif. Alors, cette phrase paraît totalement anodine, mais elle ne l'est pas du tout. Ça veut dire que l'école n'est pas faite pour les maîtres, mais pour les élèves. Alors, parfois, ça, on l'oublie un petit peu. C'est une autre des tendances de fond aussi de l'évolution actuelle, qui est l'école inclusive, telle qu'elle a été mise dans la loi, et que ça rejoint le Code de l'éducation en 2005, et on continue de chercher tous les moyens d'inclure tous les publics d'élèves à l'école. Et effectivement, c'est une relative nouveauté à l'échelle de l'histoire de l'école en France. Ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire au début du XXe siècle, on partait du principe, c'est la loi de 1909, on partait du principe qu'il y avait les retardés, c'est comme ça qu'on les appelait. J'oublie même le mot, tellement ça fait un peu anachronique aujourd'hui. C'est-à-dire les gens à qui on essayait de donner des cours, mais qu'on mettait à part. Ou bien les classes pour gens qui étaient aveugles ou sourds. Là, c'est un peu particulier. Et ce qui s'est passé en 2005, il y a une inversion totale. Et là, vous voyez tout à l'heure, par rapport à la remarque qui était faite concernant le rapport politique, droite-gauche, c'est Chirac qui a lancé cette idée-là. Pris aussi dans sa propre famille. Vous savez que sa fille était comment dirais-je, malade, etc. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On dit c'est pas les enfants qui doivent s'adapter à l'institution, c'est l'institution qui doit s'adapter aux enfants. Et donc, alors on a commencé, évidemment, il y avait ce qu'on savait faire, c'est-à-dire rendre plus accessible, mais il y a tout ce qui est lié à la dysorthographie, un certain nombre de choses comme ça, qui évidemment font qu'on ne met plus les élèves à part, sauf des cas où ce n'est pas possible pour des raisons de... je pense qu'il y a quelqu'un de sourd, c'est difficile évidemment de le laisser dans une classe ordinaire. Ça me fait songer, et puisqu'on arrive bientôt au terme de cet échange et qu'il va nous falloir conclure bientôt, à moins qu'Angélique, il y a d'autres questions. Mais je reviens sur le plan Langevin-Wallon que vous avez cité tout à l'heure, qui est donc ce plan de rénovation de l'éducation nationale à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, qui était issu des rangs de la Résistance aussi, donc beaucoup de protagonistes étaient issus des rangs de la Résistance. On voit que parfois dans cette histoire de l'école, il y a des actions qui brillent non pas par leur réalisation, mais par l'influence qu'elles ont pu avoir par la suite. Dans ce plan Langevin-Wallon, on a une prise en compte, déjà la mention de prendre en compte les rythmes biologiques de l'enfant. On a déjà la préconisation de créer des psychologues scolaires. On a une attention portée aux pratiques de l'éducation nouvelle, des pédagogies actives. Tout est contenu déjà dans ce plan qui a eu une influence ensuite sur la suite des évolutions, en tout cas qui est resté comme un texte de référence. Un idéal qui n'a pas été mis en œuvre dans la politique, il est arrivé peut-être un peu tard dans la législature en 1947, mais c'est une référence. Vous citiez également le colloque d'Amiens de 1968. Je le redis ici pour que nos auditeurs puissent peut-être aller prendre des informations dessus. Mais ce sont des moments importants dans l'histoire, parfois plus signifiants que les réformes en elles-mêmes, en effet. Ah oui, ben je crois. Alors, Langevin-Wallon, quelle est la caractéristique clé par rapport à ce dont j'ai parlé concernant les compagnons? Les compagnons, c'est la méritocratie. Langevin-Wallon, c'est l'idée qu'il faut hausser le niveau global de la culture de l'enseignement en France. Donc, ça doit concerner tout le monde. Dans le cas précédent, ça ne concerne que ceux qui sont capables de réussir. Et ça, c'est une différence absolument essentielle. Alors, que l'école nouvelle soit présente dans Langevin-Wallon, c'est pas étonnant. Langevin était président du GFN. Et Wallon, c'est un psychologue.
Donc, il faut quand même se rappeler ces choses-là. Et donc, il y a cristallisation, un moment de volonté de réforme qui sait qu'il y a eu des problèmes, parce qu'après, c'était aussi incarné par des gens liés au PC, et c'était pas le PC qui s'imposait politiquement après. Donc, ceci explique cela. Je me tourne vers Angélique, il est 19h02. Attention, l'horloge va Attends. bientôt On sonner. avait fait une promesse Puis, et c'est compliqué de ne pas les respecter. Mais on avait envie quand même de vous partager quelques opportunités et d'ouvrir des perspectives sur la suite. Il y avait notamment, Monsieur Pousset, une question qui vous était adressée sur l'idée que vous pouviez vous faire de l'école de demain. Et malheureusement, je crois qu'on ne va pas avoir le temps d'y répondre ce soir. Néanmoins, dans la perspective de ce cycle de rencontres, on a un prochain rendez-vous qui arrive très bientôt à l'occasion de la journée de l'innovation pédagogique. Et c'est peut-être un moyen d'observer des projets et des établissements scolaires qui sont pas l'école de demain, mais qui sont l'école qui se tourne vers le futur et qui, dès aujourd'hui, met en place des actions pour l'avenir de ses élèves. Oui, c'est l'école oui, c'est l'école d'aujourd'hui. L'école d'aujourd'hui, elle avance des choses nouvelles chaque fois. Enfin, ce n'est pas simplement des idées qui arrivent dans 10 ans, ça se fait aujourd'hui. Et je crois que ce qu'on n'arrive pas, c'est à voir ce qui se passe aujourd'hui toujours. Vous nous faites une transition formidable. Merci beaucoup. C'est bien. Tout à fait. Alors, juste une mention pour dire qu'on accompagnera également le replay de cet échange qui sera sur le site de la Maison de l'Apprendre et sur le site du pôle défi de l'Académie de Lyon, de quelques références bibliographiques que vous avez bien voulu partager avec nous, Monsieur Pousset, pour vous ressourcer si vous souhaitez aller plus loin dans cette courte introduction à l'histoire de l'école. Je pourrais vous envoyer une version écrite de ce que j'ai dit. Tout à fait, on avait déjà commencé à les référencer. En tout cas, voilà, cette première rencontre, elle touche à sa fin et c'est vrai qu'avant de nous quitter, on voulait prendre date avec vous qui nous écoutez, puisque nous nous retrouvons très bientôt pour le deuxième temps de ces rencontres décodantes, cette fois autour du thème de l'innovation, et c'est dans 15 jours, 2 semaines tout juste. La seconde rencontre, elle se rattache à un événement annuel qui est inédit dans l'Académie de Lyon, c'est la journée de l'innovation pédagogique qui se tiendra en 2 temps, toujours en distanciel, le mardi 25 mai au matin et le mercredi 26 mai l'après-midi, et qui va permettre de présenter une cinquantaine d'expérimentations de terrain qui seront mises à l'honneur, et on tiendra également une vingtaine d'ateliers interactifs de discussions, d'échanges avec des équipes, des enseignants, des partenaires de l'éducation qui vont réfléchir avec nous sur quelques thèmes clés. Donc vous pouvez venir librement vous informer, vous inspirer, discuter, contribuer aux réflexions et vous inscrire sur les liens qui vont peut-être être ajoutés là dans le chat pour vous donner plus d'informations. En tout cas, le mardi 25 au soir, donc, on aura cette deuxième rencontre autour du thème de l'innovation dans l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui se fait? Comment on fait de l'innovation aujourd'hui dans l'éducation nationale? Et cette fois-ci, pour prendre la relève de M. Pousset, ce sera le CARDI, c'est-à-dire l'inspecteur d'académie, conseiller académique à la recherche et au développement de l'innovation et des expérimentations. Voilà tout ce que veut dire l'acronyme. C'est Jean-Charles Diry, le CARDI de Lyon, qui répondra à vos questions. Il sera accompagné de 2 équipes qui ont été récompensées pour leur innovation avec leurs partenaires et qui mènent des actions donc innovantes sur le territoire et qui seront là pour témoigner. On sera sur le même format, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Ça sera pas le même jour, ce sera le mardi cette fois, mais ça sera bien la même heure, la même pomme ou en tout cas la même bonne humeur, avec le même plaisir de se retrouver pour échanger sur ce qui nous réunit, c'est-à-dire l'école et ses enjeux. Merci beaucoup, Monsieur Pousset, de nous avoir rejoints ce soir et de nous avoir parrainé ce cycle de rencontres. J'en suis très honoré. Un grand merci. Merci aussi à chacun d'entre vous d'avoir pris ce temps entre le travail et la vie de famille pour partager cette fin de journée avec nous. On espère vous retrouver dans 15 jours et évidemment, comme convenu, on vous transmettra le compte-rendu par le mail grâce auquel vous vous êtes inscrit ce soir. Passez une excellente fin de journée et à très bientôt.